On travaille avec des clients qui n'ont pas la même valeur du code pénal que le commun des mortels, en fait. Il n'y a pas un son où ils disent pas j'ai une grosse chaîne en diamant, j'ai tant de carats, j'ai ce pendentif, j'ai que du VS. Dans certains cas, c'est dur à dire, mais pour lui, ça aurait été presque mieux de mourir, par exemple, que de se faire voler sa chaîne. Mais à l'époque, il y avait 0 nana. On était 3 en soirée, quoi, de meufs. Il y a 3 ans, Marie Vallanet, la présidente de l'école des arts joailliers, me dit comme ça: les bijoux des rappeurs, ça vous intéresse? Alors évidemment, je lui réponds: mais bien sûr, Marie. Et bien entendu, je n'écoutais même pas de rap. Vous allez me dire, le rap, c'est le contraire de la culture joaillère. C'est l'antre de l'outrance, l'apologie du clinquant, l'épitomie du mauvais goût, à coups de dollars revendiqués et d'un ruissellement de diamants arrogamment affichés, dont le dernier a défrayé la chronique est le diamant rose à 24 millions de dollars que l'île Usiver s'est incrusté directement au milieu du front. Mais j'ai découvert que le rap a parfaitement sa place comme mouvement culturel et que ces joyaux appartiennent indubitablement à l'histoire du bijou et même du luxe. La maison Sotheby's a d'ailleurs créé un département dédié où la couronne en plastique de Notorious Big a explosé les enchères en atteignant 600 000 $. Et dans ce monde, le savoir-faire joaillier français est plébiscité. Déjà en 2012, le rappeur américain Despot demandait au joaillier français Philippe Tournaire de lui créer la bague qui reproduisait l'immeuble où il était né. Alors, je suis allée à la rencontre de joailliers du rap et je vous propose en 7 épisodes de découvrir ce qu'ils créent. Des blazes précieux aux joyaux animés d'aujourd'hui, des grills aux nouveaux codes du luxe façon hip-hop, en passant par le côté sombre de leur relation. Et de terminer par une mise en perspective pour comprendre comment ces curieux bijoux écrivent une nouvelle page de l'histoire de la joaillerie. Pour l'instant, je vous invite à écouter Bea Aka Anjuna, la première à avoir créé des bijoux pour le rap en France. Une femme, une joaillère, une pionnière que j'ai enregistrée dans son atelier de la zone industrielle Molitor, ce qui explique le bruit sous-jacent. Belle écoute. Bonjour Béa. Bonjour, salut. Alors ce blaze, ça veut dire quoi un blaze? Un blaze, en fait, c'est un surnom. C'est le nom, ton nom d'artiste, ton nom de scène. Voilà, les rappeurs, ils ont des noms de scène, les graffeurs aussi, parce qu'on ne dit pas notre vrai prénom. Ça fait moins rock'n'roll, tu vois. Donc on a tous un blaze. Et moi, c'est Anjuna. Et c'est le nom d'une petite plage en Inde qui se trouve à Goa. Voilà, et c'est un voyage en 98 qui m'a fait choisir ce nom, ce blaze, parce que en fait, ce pays m'a tellement interloqué, voilà, giflé, on va dire. Je me suis dit, vas-y, dépêche-toi de rentrer en France pour te mettre à ton compte. Et 15 jours après, j'étais à mon compte. Tellement que ça m'a dit, j'avais tout à faire en France, quoi. Oui, il y avait tout à faire parce qu'on est en 95, tu me dis 80? Alors moi, j'ai commencé vraiment les premiers bijoux hip-hop en 95. J'avais pas de nom, c'était juste BA. Et après, donc, je suis partie en 98 en Inde et c'est là où je suis revenue où je me suis mis à mon compte. Le hip-hop, le rap, parce qu'on dit pas le rap, on dit le hip-hop. Hein. Voilà, c'est le mouvement, le move. Le move hip-hop, donc ça comprend plusieurs disciplines. Donc il y a le chant, le rap, la danse, le break, il y a le graffiti, il y a le DJing, c'est avec les platines. Et voilà, ça en fait 4. Et les fringues? C'est pas dans le mouvement. En fait, il faut faire. Enfin, tu vois, après, c'est juste la panoplie. T'achètes tes fringues, tes baskets, ton blouson, tes bling-bling, ta casquette. Mais c'est pas une discipline. Voilà. Et souvent, à l'époque, t'étais autant graffeur que danseur que rappeur, tu vois, voilà. Et il y avait très peu de filles dans ce mouvement. Il y en a encore pas énormément. Ouais, ça se démocratise, mais voilà, c'est vraiment encore. On imagine. Dans les soirées, on était 3 nanas, quoi. À l'époque, dans les années 90, il n'y avait pas grand monde. Et toi, en fait, tu sors de l'école Boulle, tu m'as dit. C'est ça, voilà. Donc moi, j'ai fait 5 ans à l'école Boulle en tant que ciseleuse. Donc voilà, j'ai le DMA de ciselure. J'ai aucun diplôme en bijouterie. Voilà, donc après, je suis sortie de l'école. J'ai travaillé dans différentes sociétés où j'étais maquettiste. Mes amis, voilà, je viens de banlieue, tous, ils étaient plus ou moins en train de graffer, rapper dans les caves et
etc. J'ai commencé à réparer leurs bijoux qui venaient des États-Unis. En fait, tous les bijoux hip-hop, ils venaient des États-Unis à l'époque. Moi, je suis arrivée là-dessus et comme ils savaient que j'étais un peu bijoutière, voilà, je me débrouillais à souder, etc. J'ai commencé à les réparer. Et à force de les réparer, je me dis, je vais les faire. Surtout qu'à l'époque, on mettait beaucoup le nom. Enfin, pardon, le blaze. C'est ça. Voilà, on mettait notre blaze sur une bague ou sur la ceinture, la nameplate, comme on dit. Donc, c'était un cadre, un carré, un rectangle avec les lettres à l'intérieur et on achetait ça aux puces. Et le graphisme était homogène. Il y avait un graphisme, plusieurs graphismes. Eh ben, au début, comme c'était des pièces usinées, ça venait des États-Unis, donc on n'avait pas le choix du genre de typo. Voilà, on était cantonné à un choix ou deux choix. Mais après, moi, quand je les ai faits à la main, je me suis dit, on peut tout faire. Et c'est comme ça que j'ai dévié sur le tag, sur le graffiti. Donc, je récupérais les dessins des graffeurs, leurs tags, et je leur faisais après en bijoux. D'accord. Et donc, du coup, c'était vraiment particulier. C'était une pièce unique à chaque fois. À chaque fois. Et le grand changement aussi, c'est que les bijoux qui venaient des États-Unis, c'était, tu m'as expliqué, c'est une plaque qui était usinée, dont vous avez des tours. Et toi, tu as inventé un secret. Voilà, j'ai inventé la pièce. En fait, le modèle, le prototype en cire, en fait, il est d'une seule pièce. Donc, il y a des techniques d'atelier spécifiques pour la cire qui font que, au bout d'une bague, deux bagues, j'ai réussi à cerner le truc et à trouver la petite technique qui fait que ça sorte d'une pièce. Et il n'y avait pas de soudure dessus. Ah, pas de soudure du tout entre le nom et, voilà, et le corps de la bague. bague. C'est fait d'une seule pièce. Et du coup, c'est un bijou qui est forcément opulent, enfin très gros. Pas forcément. Enfin, après, c'est les gens ce qu'ils veulent, quoi. Il y en a, ils veulent des grosses bagues, il y en a des petites bagues, il y en a des petits pendentifs, il y en a des... Enfin, voilà, tout dépend. Je me colle au désir du client, quoi. Et souvent, ce qu'ils veulent, au-delà de leur blaze, est-ce qu'ils mettent aussi leur marque ou la marque du label ou ce genre de choses? Pas le marque de label, mais leur crew. Un crew, c'est comme un club. C'est-à-dire que tu te revendiques de tel crew, c'est-à-dire que tu traînes avec un tel et un tel. Voilà, ça fait un crew. Comme tu te revendiques d'une ville et t'es contre l'autre ville. Genre, voilà, et ben c'était ça, tel crew. Donc on se lançait des défis. Donc on voit beaucoup ça dans la danse, où les mecs, ils se lancent des défis pour danser. Il y a une sorte de communauté. Il y a une communauté et puis ils se lancent des défis entre eux pour voir qui c'est qui va mieux rapper que l'autre, mieux dessiner que l'autre, mieux danser que l'autre, etc. On prend la marque du groupe, la marque identitaire du groupe, qui est donc le crew. Voilà, c'est ça. C'est comme un drapeau, sauf que c'est un bijou. C'est ça. Et donc après, on pouvait le broder sur les blousons ou alors le mettre en effigie sur une bague ou un pendentif ou pas, ou juste ton nom, quoi, le blaze. Ou la plaque de ceinture, c'est voilà, ça? La nameplate. Et la plaque de ceinture, ça se fait encore beaucoup? Non, il n'y a plus aucun grossiste, on n'arrive plus à en trouver en France. Il faut commander aux États-Unis, sur Internet, et voilà. Et toi, tu en fais, par Non. contre? Non. J'en ai fait quand j'avais la boutique. Donc pendant 13 ans, j'ai tenu une boutique dans le 11e à Paris, où c'était des années 2000 à 2014. J'en ai vendu, mais j'achetais ça en gros, que je revendais. C'était trop cher si tu les faisais, quoi. Oui, ça fait des plaques et énormes en puis poids, c'était usiné, ça donne quoi? C'était 15 à 20 cm sur 8 de haut, quoi. En termes de poids, ça fait quoi alors? Non, ça va. Ça va? J'en ai une, là, je vais te montrer tout à l'heure. Tu vas voir, non, ça va. Easy. Donc les bagues, elles sont toujours, c'est ta marque distinctive avec le C'est blaze, avec la typographie qu'on souhaite, qui s'adapte. On peut aussi les sertir de diamants Tout à fait. ou mettre des diamants dessus. Tout à fait. On peut mettre des zirconiums ou d'autres pierres semi-précieuses ou des précieuses et des diamants. On peut les faire en or aussi. Donc après, ça dépend du budget et du désir du client, quoi. Et ta spécialité, c'est bien sur la bague, toi. Voilà. Voilà. C'est vraiment mon truc. Voilà, je fais plus de bagues que de pendentifs, par exemple. Parce que tu l'as choisi. Oui, et puis c'est plus rigolo de faire en volume. Parce que j'utilise la technique de la fonte à cire perdue. Donc là, c'est comme ça que j'arrive à faire le modèle de la bague. Donc c'est en volume, qu'une plaque avec le nom dessus, c'est juste de la découpe. En fait, c'est une technique d'atelier basique, quoi, qu'on apprend en CAP. Les clients préfèrent avoir une bague. En fait, c'est le seul bijou, la bague, où on peut se regarder Soi-même. avec soi-même. C'est pas comme les boucles d'oreilles ou le pendentif, tu le vois pas, quoi. C'est les autres qui le voient, et que là, la bague, tu peux voir ta pièce. Et est-ce qu'il y a un sens alors? Est-ce que du coup, il y a un sens suivant que je regarde mon blaze ou que je montre le blaze aux autres? Vaut mieux dans le sens de lecture pour les autres. C'est-à-dire que quand je tends la main, normalement, tu devrais pouvoir lire ce qu'il y a écrit dessus, quoi. Mais après, c'est au choix, quoi. Il n'y a pas de règles. On fait ce qu'on veut, quoi. Et les bagues, elles sont pas seulement toutes seules. Enfin, je veux dire, tu m'en as montré, elles prennent toute la main.
Oui, parce que là, t'as vu des bagues 2 doigts et 3 doigts, mais souvent, c'est plutôt des bagues 1 doigt aussi, quoi. Où c'est plus discret, c'est plus facile à mettre tous les jours. Et les bagues qui font donc 4 doigts, qui sont très énormes, est-ce que ça, il y a une hiérarchie du genre, c'est celui qui a le blaze a la grosse bague, Non. et ceux qui sont au crew mettent les petites? Non. C'est vraiment au choix, quoi. C'est selon ton ego, quoi. Ah ouais, il y a beaucoup d'ego dans le hip-hop. C'est je représente mon blaze, mon truc. Voilà, non, mais On est dans les années... parce que ça vient des quartiers malfamés, ça vient de banlieue, donc tu veux un beau bijou pour représenter et te mettre genre au niveau de la haute aussi, quoi. Et c'est ce qu'ils revendiquaient les mecs, les blacks de l'époque dans le Bronx, à Harlem, etc., quoi. Ils se sont accaparés les codes de la haute avec des diamants, même on peut voir encore maintenant, tous les trucs empirés, des bijoux hip-hop qu'il y a maintenant aux États-Unis. Enfin voilà, c'est vraiment. Ah, puis les mecs qui posent avec tous leurs diamants, avec des liasses de billets à côté, comme quoi j'ai réussi, quoi. Oui, c'est le signe distinctif. Voilà, de j'ai réussi, j'ai des thunes, mon compte en banque est blindé, voilà. Après, ouais, c'est une catégorie, on va dire. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Après, on peut juste apprécier, être dans le mouvement, aller en concert, machin, et avoir sa bague avec son blaze, et parce que voilà. Et alors, donc, le rap vient des années 70 en France. Et au début, le mouvement n'a pas de bijoux distinctifs. Au début, il y a aussi bien des pendentifs en bois avec le signe Zulu. Voilà, La Zulu Nation. voilà. Que d'autres. Africa Benbata. C'est vieux tout ça, quoi. Donc les Black Panthers, machin, voilà. Et donc, à partir de quel moment les bijoux sont devenus en métaux et en métaux précieux, c'est-à-dire quelque chose qui ancre finalement. Et vous, ça devient quasiment une homogénéité d'avoir une grosse chaîne. Je comprends bien l'idée de dire, bon, j'ai réussi, donc je montre à travers un bijou. Mais comme au début, c'était pas l'aspiration, c'est quand le moment de bascule? Je pourrais pas te dire. Dans les années 90, 95, par là. Oui, voilà, où après on a vu moins de gros pendentifs en bois avec l'Afrique ou la Zulu Nation, et après c'est devenu plus des bijoux avec des pierres dessus, donc avec les bagues, les bijoux, quoi. Au-delà du pendentif où on voit ça tout de suite, la bague c'est un peu plus discret. Parce que c'est sur une main, c'est pas au milieu de la poitrine, tu vois. Enfin, voilà. Oui, c'est un autre signe distinctif. Voilà, c'est ça, c'est plus discret. Parce que bon, en France, on est peut-être un peu plus discret qu'aux States. Ou, tu vois, il y a moins d'aficionados aussi quand même en France qu'aux States à l'époque. Mais en fait, ce que tu me racontes, c'est quand même ce collier, même s'il était en bois et qu'il parlait de la Zulu Nation, c'est le premier signe des bijoux de rappeurs. De ce mouvement. Ouais. C'est ça. En fait, il n'y a pas que des rappeurs. C'est un mouvement. Il faut voir ça en tant que mouvement. Parce que tu avais les mecs qui dansaient, rappaient en même temps. Par exemple, NTM, avant d'être chanteur NTM, c'était un crew de graffiti, c'était des danseurs. Voilà. Forcément, si tu touches à une discipline, eh ben, tu touches aussi l'autre. Voilà. Moi, je dansais un peu, et puis je taguais un peu, et puis je faisais des bijoux à côté. Mais tous mes potes, plus ou moins, ils rappaient. On allait en soirée, c'était les sons de système, les machins. Enfin, voilà, on écoutait autant du raga au début, à Paris en tout cas. On écoutait autant du raga que du hip-hop. Il n'y avait même pas de soirée hip-hop. Il y avait beaucoup plus de soirées reggae et raga. Et donc, il y avait le quart d'heure hip-hop dans ces soirées. C'est un peu comme ça démocratisé. Enfin, il y en avait peu, quoi. Il fallait aller à Ticaret, aller pécho l'info, parce que il n'y avait pas Internet. Il fallait être au courant, quoi. Ticaret. Alors, Ticaret, premier magasin hip-hop en France. Il a ouvert en 86 et juste en face de Stalingrad, le terrain vague de La Chapelle. Et donc, c'est là où les premiers rendez-vous hip-hop se sont donné rendez-vous. Donc là, il y avait des graffeurs, il y avait Dynasty au platine. Et donc, c'était les après-midi, là, et ben, les disques sortaient, on écoutait du son. Enfin, moi, j'étais jeune encore à l'époque, et donc j'ai peut-être y été une fois, tu vois. Enfin, voilà, il y avait tous les premiers artistes parisiens ou banlieusards qui étaient là, et qu'on commençait à peindre, à faire du graffiti. Et donc, c'était pas loin, il y avait donc le magasin Ticaret, où là, t'achetais du son, t'allais acheter tes baskets, tes troupes. Les troupes, c'est des grosses chaussures de l'époque, voilà, tes blousons, les starters, les chapeaux Kangol. Tu pouvais commander donc ta nameplate. Et donc après, ou ta bague. Et donc le mec Dan de Ticaret allait aux États-Unis, passait commande et revenait avec. Et moi, je passais un peu mon temps à réparer ces bagues qui, au bout de 2-3 mois, étaient fissurées, etc. Et après, le mot de bouche à oreille s'est mis en place et j'ai commencé à réparer plus de bagues. Et ben, à un moment, je me suis dit, je vais les faire. Et c'est passé comme ça. La première bague, j'ai mis 2 jours à la faire.
Et maintenant, je mets 1h30, quoi. Bon, heureusement. Ça dépend de la grosseur, je suppose, quand même. Aussi. Voilà. Mais en fait, elles étaient fragiles parce que c'est pas le même caratage. Voilà, il n'y avait pas le même carat. Là-bas, c'est du 9 carats ou du 14 carats. Il y avait très peu de bagues en argent. Enfin, voilà. Et donc, comme les mecs, ils n'allaient pas aux États-Unis souvent parce que c'était cher à l'époque et tout. Donc, c'est là que le business a pris, enfin, de plus en plus. Où là, je me suis... Donc j'ai testé ça, moi je travaillais à côté, dans des bijouteries où je faisais de la fabrication, et puis je me tapais une deuxième journée de travail le soir pour faire les pièces pour les gars, quoi. Et c'est à 99% pour des hommes, c'est des bijoux masculins. Et donc au XXe siècle, parce qu'avant les bijoux c'était féminin, et là au XXe siècle il y a eu un gros retour de la bijouterie masculine. Enfin mais vraiment, donc là tous les mecs étaient bijoutés, ils avaient des boucles d'oreilles, ils avaient... la panoplie, la gourmette, les chevalières. Et en fait, je faisais des chevalières contemporaines. Au lieu d'avoir la chevalière typique du grand-père avec les initiales, ben là, il y avait le blaze. En 4 lettres, 5 lettres. Enfin, voilà. Et les mecs, même 20 ans, 30, 25 ans après, des fois, je récupère ces bagues-là, elles sont encore là, juste je les nettoie, machin. Ils les ont gardées, quoi. Ah oui, ça Et devient... maintenant, je fais les bagues pour leurs enfants. Et c'est les mêmes ou ça a évolué? Non, c'est les mêmes bagues. C'est la typo échange parce que le gamin, il veut autre chose. Mais enfin voilà, c'est le même type de bague hip-hop comme à l'ancienne, quoi. Donc c'est un style qui s'est imposé. C'est comme maintenant le graffiti. Avant, c'était les vandales, c'est vilain, c'est moche et tout. Maintenant, ça se vend arturial et ça se vend super bien. Super. Et maintenant, on enseigne le graffiti dans les écoles d'art. C'est énorme. Donc, comme quoi, ce mouvement, il a permis à plein de gens de s'exprimer et de tirer vers le haut toute cette population de banlieue qui ne misait pas dessus. Et puis, en fait, c'est devenu des super artistes. Ils ont... Enfin, voilà, super. Et est-ce que tu dirais qu'il y a comme une sorte de retour à la nature? Parce que tu disais, pour la première fois avec ce mouvement hip-hop, les hommes se remettent à avoir des bijoux. Or, si on regarde la nature, en règle générale, c'est le monsieur qui est plus beau que la dame. Je veux dire, si, le pan et les plumes, c'est le monsieur. Les aigrettes, elles poussent pour que les messieurs séduisent les dames. Donc, normalement, dans la nature, c'est le monsieur qui est chamarré pour attirer madame. Là, c'est un peu la même chose, hein. Enfin, tu vois, en fait, là, je pense plus, c'est ça y est, je suis enfin arrivée à un certain statut social, donc je peux m'acheter ma chaîne, machin, ma bague en or truc, enfin, voilà, quoi. Voilà, c'est plus un marqueur social. Oui. Oui. Quelque part, à fur et à mesure que les bijoux des rappeurs deviennent des vrais bijoux, ça marque aussi l'ascension du mouvement hip-hop dans un registre d'art reconnu comme art. Tout à fait. Et l'année passée, j'ai vu que chez Sotheby's, ils avaient même vendu la couronne de Tupac, je crois, aux enchères. Ouais, voilà, comme quoi, hein. Et elle a dû se vendre très cher. Enfin, voilà, tout est dit, hein. C'est comme maintenant, tu vois des tableaux de John Wayne, voilà, c'est un artiste américain qui est à Paris et il vend des toiles à 100 000 euros, quoi. Et encore, je suis mignonne. Et le mec, il vient du Bronx, voilà, tout pourri, quartier tout pourri, où c'était plein de toxicos. Et donc, nous, le Bronx de France, nous, c'était Stalingrad. Donc c'est le premier, c'est le terrain de la Chapelle, comme on dit. C'était à côté donc du magasin Ticarette. Sur ce terrain, il y avait donc les artistes graffeurs qui dessinaient, quoi, qui faisaient des lettrages sur les murs et tout. Et il y avait Dynasty, donc à l'époque, il avait 20 ans ou 18 ans, et il passait les galettes, quoi. Les galettes. Les disques. Voilà. Non, parce qu'on est en février à la galette, mais je crois que c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Et quel est le truc le plus dingue qu'on t'ait demandé de faire? Ouais, des bijoux de sexe. J'ai refusé, ça m'a saoulée. Là, après, rien à voir, on m'a demandé aussi de réparer des bagues d'époque, des bagues SS. Bon, rien à voir avec le hip-hop, j'ai refusé, voilà. Mais autrement, il y a toujours des trucs un peu farfelus, là, j'ai pas d'idée. Mais après, des trucs énormes, 15 cm sur 15, avec remplis de pierres. Enfin, des trucs, maintenant, ils doivent même plus les mettre, tu vois. Mais c'était plus la mode dans les années 2000, fin 90, où c'était, avec plein de pierres, des zirconiums. Tu as même reçu un prix de la Société d'encouragement des métiers d'art. Voilà, le premier prix de la Seine-Saint-Denis, en l'an 2000, où j'avais fait une bague 4 doigts, donc avec des pierres semi-précieuses et tout, avec un lettrage bien graffiti, et cette bague a remporté le premier prix. Le mouvement était reconnu, le graffiti était reconnu. Ce mouvement-là, voilà, moi, petite gamine de banlieue, petite jeunette de banlieue, d'un coup, voilà, je suis arrivée sur le podium avec un gros chèque. Enfin, voilà, super.
Donc c'est bien la preuve que maintenant, le mouvement hip-hop, dans tous ses aspects, donc... Et mais maintenant, ça a été repris. LVMH, il a repris. Dior, il est en train de taguer ses sacs. Enfin, tu vois, il y en a partout. H&M, maintenant, tout le monde a des codes de la street, comme on dit. Mais c'est les codes hip-hop. Les baggy, les survêtes, tout ça... En mode, street, les casquettes, maintenant, je sais décliner dans tous les styles, machin. Ça a vraiment mis une empreinte. Une empreinte forte. Ouais, une grosse empreinte forte. Et ça s'est démocratisé, quoi. C'est super. Du coup, tu connais plein de rappeurs. Français, américains, tout. Plus français. Bah, les Américains, non, je les connais pas. Je connais quelques graffeurs américains, mais où je leur ai fait des pièces aussi. Mais voilà, plus des rappeurs français, oui, c'est exact. Donc à l'époque, quand il y avait les maisons de disques, c'était les maisons de disques qui commandaient pour leurs artistes, comme Diams ou Steak, O-City, voilà, je les ai... La Fouine, machin, j'ai fait des pièces pour eux. Et maintenant qu'il n'y a plus de maison de disques, donc maintenant, c'est les artistes qui s'achètent eux-mêmes leurs trucs, ou ils vont aux États-Unis, se les font faire là-bas, ou en Asie. Maintenant, voilà, c'est mondial. Il n'y a plus que moi-même, voilà, j'ai formé beaucoup de gens. Il y a d'autres gens, d'autres personnes qui font ça en Europe. Donc, tu étais la première d'Europe. Voilà, la première en Europe à avoir... parce que, en fait, la France, c'est le premier pays à avoir repris le flambeau après les États-Unis. Donc voilà, il y avait une grosse scène, toujours maintenant, peut-être un peu moins, mais il y avait une grosse scène hip-hop en France. Donc il y avait moi, la bijoutière. Et en plus, du coup, tu as formé les autres. J'ai formé d'autres personnes qui ont refait des pièces ou pas, ils se sont inspirés ou pas. Enfin bref, après, c'est le mouvement, c'est démocratisé, C'est comme maintenant, on peut dire, le graffiti, avant, c'était très vandale, très... les mecs, ils avaient des peines, ils avaient des grosses amendes, ou ils pouvaient même faire de la prison, et maintenant, ils sont dans les musées. Voilà, donc c'est drôle. Et du coup, tes bijoux, ils rentrent quand au musée ? J'ai déjà participé à plusieurs expos, dont Médusa, il y a 2 ans, 3 ans. Là, il y a une grosse expo qui va se faire à la Philharmonique de Paris en décembre 2021, où là, j'ai plein de pièces qui vont partir là-bas. Je suis souvent appelée pour faire un peu des émissions ou des expos sur le hip-hop, graffiti, tout ça. Donc forcément, il y a les bijoux. Donc voilà, je suis un peu une référence. Quelle chance, je suis face à une référence. Mais après, je m'en fous, moi. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et voilà. Et c'est un jeu, quoi. C'est drôle, je m'éclate, je m'amuse, je connais plein de gens, on rigole bien. Et est-ce que tu t'es mis des défis dans ta joaillerie pour leur proposer des choses d'autres ou nouvelles ? Oui, j'ai proposé des bijoux de lacets, des plaques qu'on mettait sur des lacets. Bon, l'idée, elle a été reprise depuis. Enfin voilà, je me suis fait beaucoup copier par des grosses marques. C'est pas grave. J'ai bossé aussi pour la maison Lagerfeld pendant 3 ou 4 saisons. Donc la joie de voir ces pièces graffiti passer sur le podium, sur des meufs sublimes. C'est trop la classe, quoi. C'était enfin, voilà, trop la classe, quoi. Moi, je me disais, putain. Enfin voilà, j'assistais au défilé, j'étais super fière, quoi. Presque les larmes aux yeux, putain. Ouais, c'est quand même un... Non, mais c'est vrai. Enfin voilà, j'ai même pas de CAP de bijoutier, quoi. Bon, maintenant, je pourrais être... je suis maître artisan, ou je sais plus comment on dit, parce que j'ai plus de 20 ans de carrière, mais... En même temps, t'as quand même fait l'école boule, Oui. Tout le monde mais fait après, pas je veux l'école dire, j'ai appris sur le tas, voilà, la fonte à cire perdue, les trucs, je me suis creusé après, je devais pas être trop nulle non plus, quoi. Parce que ça tient la route, plus de 20 ans après, voilà. Et puis en même temps, ce que t'as appris à l'école boule, c'est quand même le métal. Oui. Voilà, j'ai fait de la ciselure, moi, pendant 5 ans. Voilà, donc tu partais pas de rien. Le métal, tu connaissais. La forme, la ligne aussi, enfin voilà, tout ça. De toute façon, tous les artisans travaillent toute leur vie, apprennent toute leur vie. C'est ça, puis je fais d'autres choses aussi. Là, je me suis formée aussi, il y a quelques années, sur les émaux. Les émaux sur cuivre et sur métal noble. Et donc, j'ai repris des cours à l'école boule, des cours du soir. Et donc, je fais des pièces maintenant avec des émaux. Enfin voilà, on n'arrête pas, puis je fais d'autres choses à côté chez moi je peins, je sors des meubles. Enfin voilà, heureusement que ça s'arrête pas qu'au métal, quoi. Je serais malheureuse. Je tag toujours. J'ai toujours un marqueur dans mon sac. Ma fille aussi. Ah oui, donc tu continues de taguer en fait. Tout à fait. Je suis pas une graffeuse, je suis une tagueuse. C'est-à-dire juste le tag, à la différence du graffiti. Un graffiti, c'est des grosses lettres avec des couleurs à l'intérieur qu'on fait à la bombe. Et le tag, c'est fait ou à la bombe ou avec un marqueur. Et c'est une signature. Et ce qu'on retrouve sur les bijoux, sur les pièces que je fais, c'est des tags. La signature avec un seul trait, quoi. C'est pas des grosses lettres, enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc c'est l'abréviation du blaze, quoi, en fait, le tag. C'est le blaze, mais en style tag.
D'accord, j'ai compris. Il y a tout un vocabulaire qu'il faut que j'acquière. Tout à fait. Comment tu vois les années à venir pour les bijoux du rap? Enfin, le rap, je sais pas, mais les bijoux. Les bijoux dans le hip-hop, Ouais. ça va être un peu la même. Je sais pas trop, je sais pas. Parce que tu m'as dit, il y a plusieurs styles de rap. Tout le monde ne fait pas du gros bijou, tout le monde ne fait pas du blaze, ou tout le monde ne fait pas... Oui, après, tu vois, maintenant, il y a les grills. Les grills, les bijoux dentaires, où maintenant, ils mettent des pierres aussi dessus, ou... Ça peut être des trucs très classe ou très voyants. C'est comme les rappeurs, tu vois, maintenant, ils sont décolorés, tatoués sur la figure, machin, etc. Ils font de la merde, mais bon, c'est pas grave. Après, ça évolue. Il a 50 ans, le mouvement, donc forcément, heureusement qu'on reste pas cantonné. Faut que ça évolue. Après, ça nous appartient plus, nous, les anciens, quoi. Et toi, tu as envie de faire quoi? Bah moi, voilà, je continue, je fais d'autres choses à côté. Voilà, je dessine, je peins... Enfin, ouais, je fais toujours plein de trucs, quoi. Enfin... Et après Karl Lagerfeld, alors quel couturier t'aimerais inventer pour lui? Un kiff aussi, c'est que j'ai fait un bijou pour Snoop Dogg. Donc là aussi, bravo, c'était madame. très, très classe. Merci Adidas. C'était lors d'une soirée pour Adidas où j'avais fait des bijoux pour Adidas, des bagues avec leur logo. Et donc voilà, comme je savais que Snoop Dogg allait à cette soirée, je lui ai fait un pendentif. Et voilà, il y a eu des photos, tout ça. Maintenant, ça serait de faire la bague pour Beyoncé ou Rihanna ou je sais pas. Ouais, un peu les filles. Un peu les filles, ouais, ou pas. Ou enfin, moi, je suis pas. T'es pas buté borné sur un nom. Oui, voilà, sur un nom ou un truc. Il faut absolument lui faire un truc parce que autrement, j'aurais déjà fait. Si l'occasion se présente, il y a pas de problème. Mais autrement, je vais pas courir après pour avoir une petite gloire de. Je m'en fous, quoi. Je suis pas là-dessus. Oui, puis de toute façon, tout le monde te connaît. Moi, j'ai posé les questions dans le groupe Joaillier. Est-ce que vous connaissez? Bon, ton nom est juste sorti 5 fois sur 4, enfin 5 fois sur 6. Donc globalement, ça va. Je veux dire, tout le monde te connaît. Tant mieux. Non, et qu'est-ce que ça te fait, ça? Ça me fait que j'ai eu raison de pas lâcher l'affaire. J'ai beaucoup bossé. Rien n'a été gratuit. C'est vrai, quoi. J'ai bossé des 12 heures et 14 heures par jour, des 60 heures par semaine. Enfin, on y arrive à un truc, mais il faut se donner les moyens et puis être courageux, quoi. Ça casse quand même un peu l'image, enfin ça casse, mais d'une bonne manière, je veux dire, ça brise le miroir, je veux dire, dans le sens où on imagine les gens du hip-hop comme des glandus qui chantent dans un coin, et en fait, toi tu me dis, je me suis fait ma place, j'ai bossé 14 heures, Ouais, donc voilà. oui, je suis reconnue comme la première joaillière qui est fait, et même la première en Europe, qui ait fait des bijoux de rappeurs. Mais en fait, c'était pas gagné d'avance, en fait. Ah non, rien de gagné, puis surtout en tant que nana. Parce que encore maintenant, là, dans 2020-2021, maintenant, il y a des filles partout, et tant mieux, super. Mais à l'époque, il y avait 0 nana. On était 3 en soirée, quoi, de meufs. Donc, fallait être accompagné ou façon. Autrement, tu te faisais vite embrouiller, saouler. Enfin, voilà, surtout, donc, il fallait être crédible. Et donc, pour être crédible, il faut que ton taf, il soit irréprochable. C'est comme un rappeur. Que s'il chante de la merde et ses lyrics, ils sont pourris, personne va adhérer à son truc. Comme un graffeur, si c'est tout pourri, son lettrage, et c'est comme tout, quoi. Faut taffer. Donc, en fait, je résume. T'as taffé, t'as de l'or dans les doigts. J'ai pas lâché l'affaire. Tu Faut t'es rester fait aussi à sa place. Et je me la raconte pas trop non plus. Enfin, comment dire, je me mets pas en avant. Tu vois mon Insta ou Facebook, y a pas des photos de moi. Voilà, je préfère qu'on parle de moi sur ce que je travaille, mais pas sur ma tête ou. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je me mets en retrait parce que c'est pas ça l'important, quoi. C'est ce que tu peux sortir avec tes mains et avec tes tripes, quoi, qui est bien, qui est beau, comme un tableau. Tu vas pas aller voir le mec s'il est beau ou pas beau, les oreilles décollées ou pas. Tu regardes si t'as du sentiment quand tu vois sa toile, quoi. Et puis ça me fait kiffer de me dire, putain, je suis pas mariée, mais il y a plein de mecs qui ont ma bague au doigt, quoi. Ah, ça, c'est trop fort. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci, Béa. Salut. Yes. Salut. Au revoir. Au revoir. Ainsi se termine ce premier épisode de cette nouvelle saison du podcast thématique Il était une fois le bijou, consacré aux joailliers du rap. Pour la suite, je vous donne rendez-vous pour un témoignage original, une plongée dans le dark side du rap game façon bijou. Et ce sera dans 3 semaines, car comme vous le savez, mes 3 podcasts dédiés aux bijoux émettent en alternance le dimanche. Alors auparavant, c'est sur le podcast Le bijou comme un bisou, le podcast des grandes et petites histoires de bijoux, que nous nous retrouverons. Et ensuite sur Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou,
abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et encouragez-moi en likant, en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joaillère en podcast. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.